c'est comme ça qu'ils nous appellent. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Comme dans certains, il y a un document de la NASA qui est fait à usage interne pour aller vers la NSA, enfin tous les organismes avec lesquels ils travaillent. Il y a un petit tableau sur lequel il y a marqué l'avancement de l'humanité depuis le début. C'est-à-dire au début, on vivait de la cueillette. Ensuite, on a vécu de l'agriculture sédentaire. Ensuite, de l'industrie. Maintenant, c'est le règne jusqu'en 2020 des nanoparticules et biotechnologies. Et après 2025, il y a marqué l'humain est virtuel. Et dans d'autres documents, ils nous nomment post-humain à partir de 2025. Donc c'est pas une invention, c'est pas juste, je veux dire, c'est marqué. Donc. Et pour vous, dans quel but faudrait-il justement réduire cette population? Parce que à 500 millions, il faudrait quand même éliminer pas mal de monde. Oui, mais C'est une forme de théorie malthusienne. Les pierres qui ont été érigées aux États-Unis, Guidestones, ce sont des pierres énormes. Il y a 7 pierres énormes, ou 5, je ne sais plus, sur lesquelles sont marqués dans toutes les langues les 10 commandements, justement, et ça a été financé. Il y a une stèle en bas qui dit que ça a été financé par l'association du Nouveau Monde. Personne n'a pu retrouver qui était cette association. On ne sait pas qui a payé ces monuments, etc. Et dans les 10 commandements, le premier, c'est ne pas dépasser 500 millions d'humains. Donc... On a évoqué tout à l'heure rapidement le réchauffement climatique, on a évoqué également les nanotechnologies, et il y a encore un élément qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est ce concept de contrôle de l'alimentation. Alors, on sait que vous avez déjà fait des conférences avec Monsieur Lartigot, qu'on a reçu également à TV Liberté. Ouais. Lui propose une alimentation alternative, d'une certaine manière, pour essayer de s'extraire des différents produits chimiques que l'on pourrait ingérer, sciemment ou non d'ailleurs. Vous parlez donc de ce contrôle de l'alimentation et de cette pollution en fait généralisée quelque part. Vous parlez également du contrôle de l'eau qui est quelque chose de clé sans doute dans le monde vers lequel on avance. Est-ce que vous pouvez nous dire votre conception de tout cela? Justement, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire que Monsanto l'a déjà fait avec les OGM et avec par exemple le Roundup Ready, les semences qui étaient résistantes au Roundup, qui tuaient tout autour, sauf la séance qui contenait le gène du pesticide. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire ils sont en train de breveter à tout va des plantes qui résistent à l'aluminium. Et s'ils continuent à épandre comme ça, les seules plantes qui vont pousser dans quelques temps vont être les plantes qui résistent à l'aluminium et les OGM qui mettent eux sur le marché. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on va être obligé d'en manger parce qu'il n'y aura rien d'autre, puisque le reste ne va pas pousser. Donc ça veut dire que ils continuent, c'est-à-dire au début ils ont fait ça sur les semences, ils ont fait ça sur la reproduction animale, ils ont mis toutes leurs semences dans leur coffre-fort. Alors c'est pareil, c'est ils, mais c'est toujours les mêmes. C'est Syngenta, Bayer, Monsanto, Rockefeller, enfin je veux dire les Bill Gates sont les mêmes, absolument les mêmes qu'on retrouve partout. Donc ils ont mis les séquences ADN de ces semences dans leur coffre-fort et maintenant ils continuent en faisant des semences qui résistent à l'aluminium. Et si rien d'autre ne pousse, on sera bien obligé d'en passer par eux. Ils auront effectivement le monopole de la nourriture. Ce qui veut dire que, ils auront le monopole, c'est-à-dire qu'ils seront les seuls à gagner de l'argent avec la nourriture. Ils auront le contrôle total de la nourriture. Mais en plus de ça, ils peuvent nous affamer quand ils veulent. Le jour où ils veulent plus mettre de nourriture sur le marché, comment on fait? Et l'eau, c'est pareil. C'est-à-dire à partir du moment où ils peuvent pousser la pluie, créer la pluie ou créer des nuages qui absorbent l'humidité et donc empêcher de pleuvoir, ils vont pouvoir faire pleuvoir et mettre la pluie là où ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir de soif et il y a des gens qui vont avoir de l'eau. Mais c'est pas nous qui allons décider, c'est eux, contrairement à la nature qui a fait que tout le monde pouvait avoir de l'eau. Alors dans cet état d'esprit, il y a quelque chose qui est une chose à laquelle vous faites référence dans l'ouvrage qui moi m'a amusé parce que je suis un peu cynique, mais ce sont les swaps. C'est-à-dire que finalement, selon que vous serez pauvre ou riche, vous aurez droit de polluer ou pas finalement. C'est un peu le concept des indulgences d'ailleurs avec lequel vous faites un parallèle. Et ça c'est assez significatif. Et quelque part ça corrobore tout ce que vous venez de nous expliquer.
C'est-à-dire que quand je les vois faire leur gros discours sur le réchauffement climatique et surtout sur le CO2, c'est-à-dire il y a quelques années, on nous disait il faut absolument faire attention parce que la nourriture, le monde ne peut pas, la nature ne peut pas nourrir les 7 milliards d'individus qu'il y a dans le monde, etc. D'où la nécessité des OGM. Maintenant, on se rend compte que les OGM, non seulement n'ont pas aidé à nourrir l'humanité, mais qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui mouraient de faim qu'en ce moment. Et maintenant, vous remarquerez qu'ils en parlent plus de ça. Maintenant, ils nous disent qu'on est trop nombreux à respirer et trop nombreux à polluer. Donc il faut lutter. Il y a les vaches aussi. Oui, il faut lutter contre les vaches qui pètent et contre les petites voitures diesel. Mais quand on regarde la somme de fuel que l'armée américaine, par exemple, balance dans l'atmosphère, je crois que c'est 56 milliards de gallons de fuel. Je veux dire, avant que nos petites voitures et nos vaches qui pètent fassent autant de dégâts, je pense que ça n'a aucune commune mesure. Mais c'est une façon de nous faire culpabiliser déjà. Et puis ensuite, il y a effectivement Al Gore qui a monté la bourse, ce à quoi vous faisiez allusion, la bourse au carbone. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas ou il ne demande pas aux grosses sociétés de ne plus polluer. Plus vous êtes riche, plus vous pouvez acheter des bons carbone. C'est-à-dire, en résumé, chaque société aura par exemple, selon son volant d'affaires et ses activités, aura le droit de polluer par exemple pour X tonnes, pour 5 tonnes, pour 10 tonnes. S'ils polluent moins, ils vont avoir des bons en trop qu'ils vont pouvoir revendre aux autres sociétés. S'ils polluent plus, ils vont en acheter aux autres sociétés. Mais tout ça, ça concerne finalement que ceux qui ont du pognon. Plus ils ont de l'argent, plus ils pourront polluer. Donc quand ils nous disent qu'il faut arrêter le CO2, qu'il faut trier nos déchets, qu'il faut faire attention, pas trop respirer, etc., pas trop avoir de vaches, parce que ça va créer le réchauffement climatique, eux ne font rien pour lutter contre le réchauffement climatique et ils ne feront rien. Parce que ces grosses sociétés, c'est leur gagne-pain et ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Donc, et d'ailleurs, Al Gore le dit très très bien dans certaines de ses conférences pour initier, évidemment, pas pour nous, où il dit aux gens que plus le carbone va devenir rare, c'est-à-dire plus les gouvernements vont faire la chasse au carbone, plus le carbone va être rare et plus en vente. Et donc, plus il est rare, plus le prix va monter. Donc, tous les gens puissants et friqués qui peuvent acheter des bons carbones vont se faire des rodoudounes or dans X temps. Ils attendent que ça. De toute façon, ils sont tous sur les starting blocks en train d'attendre ça. Donc, c'est une grave, encore une fois, c'est une grave escroquerie. Alors, on a évoqué tout à l'heure également donc les nanoparticules. Vous parlez aussi des implants. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a vu naître très récemment le concept d'implant party. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que oui, c'est des jeunes qui, au lieu d'aller en boîte et de se droguer, se plaisent à se mettre des implants sous la peau. Alors, je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus. Ça fait partie du système de surveillance, c'est-à-dire que, évidemment, comme d'habitude, on nous vend les choses de façon extrêmement positive. Si vous avez un implant, vous pouvez rentrer dans une discothèque on vous passe juste le code barre et vous passez. Vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital, ils ont toutes vos informations médicales, toutes vos informations bancaires, vous pouvez aller au supermarché, ils vous scannent, vous n'avez plus besoin de sortir tout le truc, etc. Si votre grand-père est Alzheimer ou votre enfant se perd à la sortie de l'école, ça agit comme un GPS, donc ça n'a que des avantages apparemment. Sauf que c'est, comment on dit, on peut mettre d'autres infos à distance une fois qu'on a l'implant. Donc ça n'est jamais qu'un autre système de surveillance. Mais c'est en fait une partie d'un tout, parce que les ondes servent aussi à ça, et on voit bien il faut être aveugle et sourd pour pas voir ce qui se passe même chez nous en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut de moins en moins parler, on est de plus en plus dans un système où tout est surveillé, et on a vu à cause des attaques terroristes, je veux dire combien les lois sont devenues très totalitaires. Alors vous évoquez aussi, d'ailleurs ça va rejoindre l'idée des nanoparticules, vous évoquez également le concept de poussière intelligente, et vous rappelez un exemple que je ne connaissais pas de la guerre en Irak. Ouais. Qui est assez intéressant, assez probant. Vous appelez ça des armes non létales, d'ailleurs. Ils appellent ça les armes non létales. Oui.